Bonjour ou bon après-midi à tous. Je suis Jennifer Zelm, je suis la présidente directrice générale Excellence en Santé Canada. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire aujourd'hui pour vous joindre à la Semaine canadienne des patients de 2021. Donc, je vous joins aujourd'hui des territoires non cédés d'Algonquin qu'on appelle aujourd'hui Ottawa. J'ai la grande chance de pouvoir travailler, vivre et travailler dans cet endroit. Et j'en apprends de plus en plus sur les traditions de cette région. Je sais que c'est un lieu de rassemblement, un endroit où on échange des idées, les connaissances. Et j'ai eu la grande chance qu'aujourd'hui, dans ce mode virtuel, nous pouvons continuer donc de bénéficier de ces traditions. Vous aurez vu les questions de sondage sur l'écran, mais j'aimerais également vous demander de vous présenter dans la boîte de clavardage pour que tout le monde sache qui est en ligne. Et prenez un instant maintenant pour réfléchir à l'endroit d'où vous vous joignez à nous et des territoires qui ont été occupés par des peuples autochtones depuis le début des temps. Nous sommes ravis aujourd'hui d'offrir l'interprétation simultanée dans le webinaire. Pour entendre la voix de l'interprète, s'il vous plaît, veuillez aller en bas sur le menu d'interprétation bas de votre écran. Choisissez la langue de votre choix. Nous vous invitons également à participer dans le chat, en clavardage dans les deux langues. Un petit rappel que la séance aujourd'hui est enregistrée pour les personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous en ce moment même. Donc, nous allons donc enregistrer toute la séance du webinaire. Donc, ce n'est pas donc, c'est la première semaine de la sécurité des patients de Santé et Excellence Canada. Nous nous inspirons justement de la tradition mise en place par l'Institut de la sécurité des patients depuis des années. Et c'est ce que nous visons ici dans ESC. Donc, l'Institut également fait partie de notre organisation maintenant. L'objectif consiste à trouver des solutions, les mettre à échelle de concert avec les partenaires pour répondre aux défis de notre système de santé. Et finalement, pour mettre en œuvre le changement ensemble avec vous. Et c'est vraiment ce qu'est la Semaine nationale de la sécurité des patients, c'est-à-dire façonner l'avenir en matière de qualité et sécurité pour aborder toutes les dimensions de la santé cette année en mettant l'accent sur les partenaires clés en matière de sécurité et qualité. Nous voulons nous assurer que l'expérience vécue de la part des patients, des partenaires, des proches, donc, va donc permettre à tous de nous récupérer de cette pandémie. Chacun d'entre nous a son propre récit, son histoire. Certainement, moi, je peux vous parler des exemples dans ma propre famille, des proches où les partenaires de soins essentiels ont identifié des erreurs en matière de médicaments. Également, c'est une source essentielle de confiance et d'amour dans ce que peut être un moment fort difficile pour ce qui est de mobilisation auprès du système de santé. Et également, il y a également les proches aidants qui sont là dans tous les milieux de soins au pays. C'était le cas avant la COVID-19 et au cours des différentes étapes de la pandémie et certainement au-delà de la pandémie. Cette semaine, nous voulons donc devenir plus consciencieuses de la situation. Nous avons la possibilité de nous engager et d'agir là-dessus. Commençons tout de suite. J'ai le grand plaisir de passer la parole à Carol et Maggie, nos hôtes pour aujourd'hui. Carol et Maggie, à vous la parole. Merci beaucoup, Jennifer. Je suis ravie d'être là avec vous et avec ce panel extraordinaire que nous avons aujourd'hui. Je ne pourrais pas identifier un meilleur moment pour avoir cette discussion que cette semaine pour la sécurité des patients, pour assurer la qualité et la sécurité des soins, mais encore une fois, que font vraiment ces partenaires essentiels? Et je sais que dans notre cas, j'étais la soignante de ma sœur, j'étais la personne qui connaissait tout son dossier médical, qui connaissait toutes ses caractéristiques, ce qui était normal pour elle ou non. Lorsqu'elle a passé des semaines dans les soins intensifs, ses connaissances et ma présence étaient essentielles à son bien-être. Certainement, ce n'était pas des choses tout simplement sympas à voir. Nous avons donc réuni ce groupe de proches aidants et de leaders
pour ce webinaire aujourd'hui. Ce sont des gens extraordinaires. Comme Jennifer l'a dit, nous pouvons partager un espace commun où nous pouvons explorer, influencer, alimenter par les réalités des personnes qui sont passées par là. Et dans la part des personnes qui jouent un rôle de leadership dans le système de santé et également ceux qui font partie du groupe de 9 millions de proches aidants. Donc, entamer un dialogue comme nous faisons aujourd'hui, inviter les récits, les expériences, nous permet d'ouvrir la possibilité de travailler véritablement avec les autres voix pour que les autres personnes puissent également contribuer à façonner notre propre voix et nous permettre d'explorer des vérités que peut-être ne nous sont pas venues à l'esprit avant. Donc, l'objectif aujourd'hui consiste à avoir un dialogue avec vous, pas de vous présenter des matériels. Nous vous encourageons donc, s'il vous plaît, à saisir vos questions et commentaires dans la case clavardage pour qu'on puisse approfondir ce sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour reconnaître donc la difficulté que cela peut être, qui peut être difficile pour les personnes de partager ces histoires, c'est probant, mais rend la personne qui raconte ceci vulnérable. Donc, à nos panélistes, merci de partager ces expériences avec nous pour que nous puissions mieux comprendre la vérité et pour que des solutions peuvent être élaborées ensemble pour pouvoir solutionner les problématiques de ce système. Mais lorsque je réfléchis au début de la COVID-19, il me semble qu'il y avait beaucoup d'installations de santé qui avaient mis en place des restrictions, donc passe-partout pour les visiteurs, qui empêchaient donc l'offre des soins. Et ceci a eu comme effet également d'isoler les personnes chez elles. Mais comme soignants, comme proches aidants, nous n'avions aucun encadrement. On nous empêchait d'aller au chevet de nos proches dans les hôpitaux et dans les lieux de soins et les résidents étaient isolés. Les personnes qui nous étaient proches étaient à risque. Grâce à cela, les impacts de ces politiques sont répandus et ceci se poursuit. Mais les méfaits sont importants lorsque on nie l'accès des proches aidants aux patients lorsque les partenaires n'ont pas l'encadrement nécessaire avec les ressources dont ils ont besoin. Mais la pandémie maintenant sévit depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de mauvaises informations. Ça continue. Des choses très précises sur la COVID-19, à savoir comment il y a propagation d'une maladie infectieuse jusqu'aux mythes plus répandus, à savoir que les prestataires des soins essentiels sont des choses qu'on aimerait bien voir lorsque c'est pratique, lorsqu'il n'y a pas de crise, mais rien ne peut être plus faux. Ce sont des conversations comme celles que nous allons avoir aujourd'hui qui permettra d'habiliter les personnes et les systèmes de santé de se défaire de ces mythes. Donc, la pandémie n'a pas complètement changé notre rôle, mais il faut se rappeler qu'il y a encore des répercussions continues qui découlent de la pandémie, y compris donc cette interdiction d'accès. Il y a un impact sur les patients, sur le coordonnateur de soins et relativement aux interactions qu'ils ont avec le personnel soignant. Nous devons faire notre possible pour appuyer la présence du partenaire de soins essentiel maintenant et à l'avenir. Nous devons avoir la certitude qu'en moment de crise ou lorsque les choses vont bien, ces partenaires des soins essentiels ne sont plus jamais écartés. Le moment est venu pour concevoir des solutions et politiques ensemble qui permettent de valoriser et intégrer les soignants dans leur rôle comme partenaires de soins essentiels, peu importe où se trouve le milieu de soins. Que ce soin se prodigue dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les résidences de soins de longue durée ou dans les maisons dans nos communautés. J'ai tellement hâte d'avoir cette discussion aujourd'hui. Donc, Carole, je vais vous repasser la parole, à vous, Carole, pour lancer le bal. Merci beaucoup, Maggie, pour cette merveilleuse introduction et la mise en contexte. Et merci également à vous, Jennifer. Alors que nous entreprenons donc cette semaine nationale de la sécurité des patients, sans doute, vous avez tous vu ce thème qui nous interpelle tous aussi. C'est d'autant plus pertinent. C'est donc la sécurité. Je suis Carol Finkle, je suis la directrice des partenariats et engagements patients en Excellence en Santé Canada. J'ai le privilège de pouvoir co-présider ce webinaire avec Maggie, qui a été un partenaire proche aidant extraordinaire au cours de tous ces travaux, qui a mis l'accent sur les
donc partenaire de soins essentiels et le programme. Comme Maggie l'a dit, nous avons un excellent panel aujourd'hui qui permettra donc d'illuminer le rôle des partenaires essentiels de soins et le rôle qu'ils jouent auprès de leurs proches. Et c'est une opportunité pour nous de commencer à réfléchir à la résilience dans les systèmes de santé et également pour ce qui est des pratiques axées sur les patients et les proches au niveau des soins et à tout moment, comme on vient d'entendre, que ce soit un moment de calme ou en crise. J'ai le grand plaisir de pouvoir présenter les membres de notre panel et je commencerai avec le Dr. Amit Arya, qui est responsable des soins palliatifs, qui travaille dans le milieu de soins de longue durée. Actuellement, il est responsable des soins palliatifs justement à Kensington Health et plus tôt cette année, il a co-fondé les Doctors for Justice in Long-Term Care. C'est une grande coalition de plus de 1000 médecins et de chercheurs qui préconisent une refonte du système des soins de longue durée en Ontario. Et il enseigne en médecine donc à l'Université de Toronto. Et récemment, il a reçu le prix 2020, prix d'excellence en responsabilité sociale. Et vous avez peut-être déjà vu Ami tout au long de la crise de COVID, souvent donc au CBC, le National et plusieurs programmes télévisés, alors que c'est un conférencier qu'on recherche souvent lorsqu'il s'agit de parler des questions de soins de longue durée. Ensuite, je vous présente la docteure Jennifer Bambush, qui est proche aidante pour sa fille de 18 ans, qui a des besoins médicaux complexes et atteinte d'handicap. Elle est professeure également agrégée à l'école des sciences infirmières de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est également présidente en sciences, donc elle travaille sur la science des genres, également relativement à la complexité de prodiguer des soins pour une société vieillissante. Vous savez, vous allez voir que Jennifer peut offrir un point de vue unique et particulier sur les soins et le rôle des soignants. Également, nous accueillons Linda Moss qui se joint à nous. Elle était partenaire essentielle pour son père Bob Wilson, qui a eu une tragédie terrible, qui a fait les manchettes en 2019. Et comme Linda l'a dit, pour chaque drame, il y a toujours une leçon qu'on peut en tirer. Il s'agit toujours d'un geste positif qui en découle. Elle a travaillé activement en travaillant avec des organisations de partenariat pour mettre de l'avant le changement, pour en parler, pour conscientiser les équipes de soins, les leaderships et également les décideurs de politique pour parler donc de soins des blessures et les normes de soins au Canada et pour créer un front commun et pour que les soignants donc, puissent travailler dans un front commun avec les professionnels de la santé. Essentiellement, ce que ça veut dire être essentiel ensemble. Elle est également membre donc des patients pour la sécurité des patients au Canada. Et ensuite, Jeanne Caife est avec nous également. Elle est présidente directrice générale à l'Hôtel Dieu-Grâce Healthcare dans Windsor de West en Ontario. Jeanne croit fermement que nous avons tous une responsabilité collective les uns aux autres envers les communautés et ceci est enraciné dans une approche de partenariat dans le cadre de son travail. Elle travaille non seulement en matière de santé, mais également sur les déterminants sociaux de la santé et elle se préoccupe surtout de ses familles, ses collègues, ses proches, et c'est ce qui l'inspirait, comme elle nous dit, particulièrement ses petits-enfants qui sont vraiment au cœur de sa vie. Donc, bienvenue à vous tous et nous allons donc tout de suite lancer le bal. Nous savons que les proches aidants offrent un bienfait énorme au système de santé. C'est des milliards de dollars de travail non payé par année et les données probantes déclarent, même avant la pandémie, quelle est l'importance, les bienfaits de la présence des proches aidants et l'impact positif qu'a leur présence sur la sécurité, la qualité des soins et également le vécu des patients. Plutôt, également, c'est un impact positif pour les proches aidants et les fournisseurs de soins. Donc, Jennifer, j'aimerais commencer avec vous. Vous avez prodigué des soins à votre fille de 18 ans à votre fille depuis 18 ans. Alors, pourquoi est-ce que les partenaires essentiels de soins sont tellement vitaux pour la santé et le bien-être de vos proches? Merci beaucoup et merci, Carol. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie de me joindre à vous de la Colombie-Britannique. On m'a demandé de faire partie de ce panel. Alors, on m'a posé une question et je me disais, écoutez, j'ai pensé à nos expériences dans le système de santé et j'aimerais qu'on revienne à la personne qui reçoit les soins. Donc, en partie, le rôle le plus important que je joue, c'est que
je m'assure qu'Eleanor se sent en sécurité lorsque je suis là. Et puisqu'elle se sent en sécurité, elle peut se concentrer sur la guérison, sur le bien-être et les choses qu'elle apprécie parce qu'elle sait que je suis là. Et beaucoup d'entre vous ont parlé des histoires de l'expérience vécue. J'aimerais vous parler d'une expérience que nous avons eue il y a quelques années. Et sans doute, elle interpellera beaucoup d'entre vous à ce webinaire. Donc, avant la COVID, nous étions dans l'unité de soins intensifs où Eleanor était admise. C'est un hôpital qui a une philosophie des soins axés sur la famille. Nous y avions été souvent. Et lorsque le soir arrivait, l'infirmière m'a dit, écoutez, vous devez quitter maintenant. Et je dis, mais vous voulez dire quoi? Pourquoi je dois quitter? Je reste toujours. Ils disent, non, non, on a une nouvelle politique. Pas de parents peuvent passer la nuit au centre. Et je dis, eh bien, écoutez, je ne pense pas que ça va fonctionner pour nous. Alors, j'avais soumis quelques arguments, mais c'est la nuit. Il y a seulement les infirmières et moi. Ah, ils ont insisté sur leur politique et j'ai répondu, écoutez, d'accord, je vais aller voir, je vais m'installer dans le salon pour les parents. Ils disent, non, non, vous pouvez rentrer chez vous, on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas nécessaire. Mais je dis, écoutez, je vais quand même rester dans le salon des parents pendant un petit moment. Bonne chance. Et je ne pense pas qu'ils avaient réalisé ce que je disais. Je suis allée m'asseoir dans le salon et 15 minutes plus tard, quelqu'un frappe à la porte, l'infirmière arrive et me dit, on a besoin de vous. Et je dis, oui, certainement, vous avez besoin de moi. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'Eleanor ne se sentait pas en sécurité et elle a créé du chaos pour l'unité de soins intensifs. Alors, je suis là, je suis restée au chevet. Ils m'ont donné une petite chaise sur laquelle m'asseoir pendant toute la nuit. Et le matin, une infirmière est venue me voir. Elle est allée voir Eleanor. Elle a dit, voilà, mon médicament, vous devez les prendre. Et Eleanor, regardez la petite tasse en papier. Elle a dit, non, 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 c'est pas ça. Et sans même prendre une petite pause de réfléchir à ce que le patient avait dit, l'infirmière a dit, non, vous devez les prendre, c'est ça, vos médicaments. Vous les prenez tout le temps à la maison. Et je voyais qu'Eleanor hésitait. Elle regarde encore une fois. Elle disait non. Non, non, il y a quelque chose qui cloche. Mais elle ne se sentait pas bien parce qu'elle se trouve à l'unité de soins intensifs. Et je voyais qu'elle n'était pas certaine s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle se tourne vers moi. Elle dit, maman, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je regardais la petite tasse en papier. Je dis, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette fois-ci, l'infirmière a pris une petite pause parce que c'est maintenant moi qui le disais. Et elle dit, mais elle prend ça tous les jours à la maison, c'est ça les médicaments. Je dis, en fait, ça, c'est la version de libération immédiate et elle prend la version soutenue. Et si vous la forcez à prendre ces médicaments, elle va avoir une surdose. Et là, du coup, l'infirmière me regarde avec les grands yeux, elle recule un peu, elle comprenait. Soudain, elle m'a dit, ah non, c'est pas ça du tout. Et je dis, non, ça n'est pas ça du tout. Donc, c'est un proche passé. Il y avait une erreur commise de la part de la pharmacie, de la part des soins infirmiers, et je suis la dernière ligne de défense. Et je n'ai aucun doute dans mon esprit que si je n'avais pas été présente au chevet de ma fille, ils auraient forcé Eleanor à prendre ses médicaments. Donc, de mon point de vue, écoutez, j'ai dépensé beaucoup de temps de ce côté-là du chevet. Il n'y a aucun doute que les partenaires de soins sont essentiels. Et ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est que je ne devrais pas être obligée de crier, d'être gentil ou supplier pour être présente. Ma présence est essentielle pour qu'Eleanor se sente en sécurité, c'est essentiel pour qu'Eleanor soit en sécurité et ça devrait être bienvenu. Et j'aimerais terminer là-dessus et j'aimerais repasser la parole à Carol. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir partagé cette expérience avec nous et comment vous avez tellement bien expliqué comment votre présence fait en sorte que votre fille se sente en sécurité, comment cela se manifeste.
Et je réfléchissais justement à cet thème où nous disons que nous avons une autre paire de yeux, d'oreilles, de mains et une voix. C'est ce que vous avez été, c'est ce que vous continuez d'être, et c'est ce qui permet à votre fille de rester en sécurité. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Janice, j'aimerais maintenant passer la parole à vous. Vous êtes une PDG d'une organisation de santé et vous avez entendu les commentaires de Jennifer. Nous savons que vous étiez déterminé comme PDG pour vous assurer que les partenaires de soins restent en sécurité et soient présents au cours de cette pandémie. Alors, selon vous, en quoi consiste le rôle des partenaires de soins essentiels dans le cadre de votre organisation? Quel est le lien entre eux et la sécurité et la qualité des soins prodigués? Merci beaucoup, Carole. Merci, Jennifer, d'avoir partagé votre récit avec nous. Je dirais que comme infirmière, et ce depuis plus de 30 ans, cette histoire tristement s'est vue répliquée dans bon nombre d'établissements, un bon nombre de milieux de soins. Pendant toutes ces années où je suis dans la profession, heureusement, de façon pénible et graduelle, le système commence à évaluer. Et c'est pour ça que nous avons la discussion aujourd'hui. Notre organisation, notre hôpital, est une organisation de soins post-aigus dans la région de Windsor-West. Et nous avons un peu moins de 300 lits et je suis PDG à l'établissement depuis environ 7 ans. Mais je crois à beaucoup d'égards, la pandémie au départ était tellement effrayante pour tant de personnes et il y avait tellement d'inconnus que beaucoup d'entre nous avons réagi et je crois que c'est le cas pour presque tous les hôpitaux en Ontario ont eu la même réponse, c'est-à-dire pour ériger des murs, pour verrouiller les portes, essayer de contrôler ce qui était perçu comme étant quelque chose qui ne pouvait pas être contrôlé au départ. Et lorsqu'on remonte au mois de janvier de 2020, on regardait des clips vidéo d'Italie, d'autres pays qui étaient vraiment perturbants à beaucoup de niveaux. Et également, d'autres, donc hôpitaux, d'autres milieux de soins ont fermé les portes aux proches aidants. C'était vraiment une des décisions les plus difficiles que je n'ai jamais dû prendre à titre PDG et j'étais la responsable. C'était ma décision. Et mon équipe avec laquelle je travaille à l'Hôtel Dieu Grâce était responsable d'envoyer les avis à bon nombre des proches aidants qui étaient normalement présents dans notre organisation, qui sont avec nous depuis très longtemps. Donc, nous offrons également des soins complexes, à la différence d'autres organisations. Nous avons des unités différentes. Nous avons les soins tertiaires et dans beaucoup de cas, les proches aidants étaient au chevet des patients tous les jours. Ils offraient des soins et du soutien à leurs proches et du jour au lendemain, notre équipe de gestion a dû s'adresser à tous ces proches aidants et pour leur dire, écoutez, demain, vous ne pouvez pas revenir. Tout comme le vécu de Jennifer. De l'autre côté, certains membres de mon équipe de direction étaient en larmes. Il y avait donc un bouleversement moral dû aux actions que nous avons dû mettre en place. Pour nous, donc, la décision n'a jamais été facile et c'est une décision que nous voulions toujours éviter et renverser. Mais lorsque on discute de la raison pourquoi ces proches aidants essentiels sont essentiels, eh bien, je crois que ce que nous dit Jennifer, c'est justement une illustration de la notion de la sécurité des patients qui explique pourquoi les proches aidants doivent être là. Et de l'autre côté, du point de vue du personnel, je crois qu'il y a eu un changement. Et je crois que ce changement grandit. Je crois que ça devient de plus en plus répandu dans le système de santé, c'est-à-dire un milieu où le personnel ne voit plus les proches aidants comme dérangeants ou un fardeau. C'est un petit peu comme cela qu'on a vu les visiteurs au début. Mais maintenant, on les conçoit comme étant plus une partie prenante de l'équipe de soins et certainement comme également ceux qui reçoivent des soins, c'est-à-dire nos obligations vis-à-vis des proches aidants sont égaux aux obligations que nous avons envers les patients. Mais c'est un changement d'évolution lent qui prend du temps. Ceci doit s'alimenter de beaucoup de conversations. Ça nécessite un leadership. Il faut être persistant également.
Et à plusieurs égards, je crois que des histoires comme celle de Jennifer sont justement le genre d'expérience que les conseils doivent continuer à entendre, que les organismes de financement doivent entendre, les PDG également, parce que la question sécurité se trouve des deux côtés de l'histoire. Donc, moralement, donc, la catastrophe pour une infirmière qui commet une erreur, qui cause un tort à un patient est incroyable. J'ai déjà connu des erreurs de médicaments dans le passé et chaque fois que je me trompais comme infirmière ou comme PDG, donc là, j'ai dû faire face à un fardeau très lourd. Donc, je crois que cette relation doit être conçue comme une relation qui a des bienfaits pour les deux côtés, que ce soit réciproque, car la sécurité se trouve des deux côtés. C'est la sécurité pour la patient, mais également la sécurité pour l'infirmière, pour le milieu de soins, pour tous. Et les proches aidants fournissent de l'information que nous, à titre de prestataires de soins comme infirmières et médecins dans le système, n'avons pas en main, c'est-à-dire des nuances de comportement, des nuances de préférence, des façons différentes donc, de travailler avec des patients avec des besoins complexes médicaux, on pourrait s'éterniser. Mais lorsque je pense à la question, je la vois des deux côtés de la médaille, de ce deux prismes. C'est ça mon travail comme PDG, d'offrir un environnement sécuritaire pour les patients et un environnement sécuritaire pour le personnel. Et lorsque vous regardez l'équation du proche aidant, je vois ça des deux prismes. Merci beaucoup pour ça, Jan. Et je pensais à votre introduction et vous vraiment vous illustrez une approche de partenariat. Et après tout, nous sommes tous dans le même bateau et il faut favoriser la sécurité pour tous qui sont impliqués et également le fait qu'il faut tenir compte du fait que les proches aidants et les patients font partie d'une équipe de soins. Et ce n'est pas seulement la belle rhétorique, mais c'est vraiment une question d'approche vis-à-vis des soins. Et c'est quelque chose que nous accueillons, nous adoptons. Et pour utiliser les mots de Jennifer, c'est vraiment le fait que les partenaires des soins essentiels sont vitaux. Donc, je passe maintenant la parole à Maggie pour des questions. Merci beaucoup. Lorsque je réfléchis à la puissance de ces histoires, c'est tellement vrai. Ce qui est important, ce sont nos expériences. Mais ce dont nous parlons, c'est vraiment au cœur même de ce que nous cherchons à explorer ce matin. Donc, les faits sur le fait que les proches aidants sont soit des joueurs clés pour assurer la sécurité des patients. Alors, nous avons un petit peu effleuré ce qui constitue donc un proche aidant et pourquoi un proche aidant est vital au pays et pourquoi le rôle des proches aidants est tellement important pour la sécurité des patients. Et là où il pourrait y avoir des problèmes, c'est qu'une fois qu'on aura reconnu en quoi consiste un partenaire de soins essentiels et pourquoi c'est important, à ce moment-là, il est difficile pour nous de passer au comment. Nous devons aller au-delà de la reconnaissance du rôle pour nous assurer que les partenaires de soins soient incorporés dans le système. Je sais que vous avez eu de véritables vécus dans la vie réelle et je crois que ça serait fort utile pour nos participants d'en entendre parler de vous. C'est-à-dire, selon vous, comment est-ce qu'on devrait intégrer les partenaires de soins essentiels dans les équipes de soins? Oui, merci beaucoup, Maggie. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis vraiment honorée d'avoir la possibilité de m'adresser à vous par le biais de ce programme. C'est vraiment quelque chose qui est proche à mon cœur. Et j'adore rencontrer toutes les parties prenantes. Je sais que nous pouvons mieux faire, je le sais. Donc, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler. De mon propre vécu, certains d'entre vous, vous avez peut-être entendu notre histoire, ça s'est produit en 2019. Notre père, Bob Wilson, a été admis à l'hôpital. Lorsqu'on est arrivé dans cette très belle installation, bien éclairée, très belle, nous avons dû nous retrouver dans cet immeuble, naviguer à travers les couloirs. Il fallait savoir où aller. La seule chose qu'on savait à ce moment-là, c'est que notre père avait besoin de nous. Notre père avait été admis à l'hôpital pendant 6 mois, très long, et nous avons appris directement comment faire partie intégrante de la récupération de notre père, de sa réhabilitation et de son bien-être. Mais comme des défenseurs, nous connaissons mieux nos proches que n'importe qui d'autre.
Les semaines ont passé, mon père était à l'hôpital et tous les jours, nos visites sont devenues routinières et on a commencé à se familiariser très bien avec l'équipe soignante. Nous avons d'ailleurs une réunion avec elle pour discuter de la façon dont nous pourrions être impliqués dans les rondes ou dans les soins prodigués à notre père. Comment est-ce que nous pouvions participer, être impliqués? La famille avait très hâte de ne pas faire obstacle, mais de vraiment aider lorsqu'on avait besoin de nous. Éventuellement, les équipes ont commencé à bien nous connaître et nous avons dû dire aux équipes de soins, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une réunion avec tous les professionnels médicaux possibles qui vont travailler avec notre père, c'est-à-dire son médecin traitant, également l'infirmière responsable, toute personne qui travaille avec notre père, à notre sens, là, il est important qu'on se réunisse avec ces personnes, qu'on ait une réunion et voir comment nous pouvions participer à ces soins. Et c'est une initiative que nous avions lancée. Et je crois que dans le domaine médical, je crois que donc c'est ce qu'on devrait énoncer dans le plan de soins la première semaine, voir comment nous pouvons travailler ensemble. Je dis toujours aux familles de veiller à parler aux professionnels médicaux du plan de soins et comment vous pouvez y être intégré au plan. C'est un point essentiel. Je comprends que ce n'est pas facile d'obtenir une rencontre avec ces médecins de soins primaires, mais comme on l'a découvert pendant la COVID, nous avons dû nous adapter et nous pouvons tenir des réunions, des rencontres virtuelles, même si ce n'est pas toujours possible matériellement en personne, mais en fin de journée, on peut rencontrer les équipes de soins, les médecins pour discuter les plans de soins de nos parents. Ce n'est pas tout le monde qui a le luxe d'être là toute la journée. Je comprends que les gens travaillent à temps plein. Mais si vous pouvez y être après les heures de travail, par exemple, et connaître la suite des choses, c'est essentiel pour savoir comment vous occuper de vos êtres chers par la suite. Les infirmières et équipes médicales ont apprécié notre initiative et notre intérêt. Et ça fait partie de la collaboration. La collaboration est un point clé. Et nous disons, nous sommes vos yeux, notre Père Dieu, d'oreilles, de mains et une voix. Et nous avons commencé donc à documenter la progression de notre Père, ce qui a aidé l'équipe soignante à voir ce que l'on voyait. Nous sommes devenus leurs yeux, vraiment. Et quand ils ont vu la vidéo de ce que notre Père était capable de faire, vous savez, il confrontait ça à ce qu'il voyait pendant quelques minutes ici et là, alors qu'il dormait toujours. Mais là, on a pu leur montrer son progrès et ce qu'il accomplissait. Il devenait clair à tous, en particulier avec la physiothérapie. On leur montrait notamment des vidéos de cela. Ils étaient étonnés et ils comprenaient qu'il fallait accélérer la physiothérapie désormais. Donc, la documentation du progrès était essentielle. Ensuite, en tant que partenaire de soins essentiels, nous nous sommes chargés nous-mêmes de beaucoup de choses qui éliminent ou qui réduisent l'appel de l'infirmière avec le fameux bouton d'appel, ce qui permet à celle-ci de se concentrer sur les patients qui n'ont pas de proche aidant à leur côté et ils respectent leur temps, économisent leur temps. Nous étions le bouton d'appel. Alors, je dirais, nous vous soutenons, infirmières, et nous sommes des partenaires de soins essentiels. Nous retroussons les manches et sommes prêts à aider. Quand je m'occupais de mon père, la lettre C me venait à l'esprit, euh, ce qui coïncide avec la façon dont les équipes et les proches aidants peuvent être collaboratifs ensemble. Donc, voici les mots que j'aimerais aborder qui caractérisent notre approche. C'est la communication, le C pour communication, la collaboration et les soins. La communication et la transparence dans cette rencontre sont absolument essentielles. Il faut que tout soit clair, transparent et que nous puissions donc savoir comment précéder et quoi faire. Ensuite, se faire les champions et
l'utilité de la notion de compassion aussi. Ceci nous a aidé à poser des questions aux équipes médicales pour mieux nous informer sur les soins de notre paternel. Et je crois fermement au fait que la positivité engendre la productivité. Je pense que vous devez encourager non seulement les équipes soignantes à s'ouvrir aux proches aidants, mais aussi d'informer les patients que nous sommes là pour vous et que nous vous soutenons. Les partenaires de soins essentiels, donc comme je disais, doivent essentiellement aussi, je l'ai déjà dit, mais c'est essentiel, documenter le progrès du patient. Et le confort et le fait d'être un bon compagnon sont les deux lettres C que j'aborde avec vous. Je n'aurais pu imaginer mon père passer au travers de ce qu'il a vécu seul. Et ça me crève le cœur d'entendre certains témoignages. Les patients de longue durée dans les hôpitaux ont le droit et méritent à tout le moins un porte-parole à leur côté. Et je dis, nous étions plus qu'un. Il est important d'avoir un roulement parce que comme les équipes médicales et les infirmières qui travaillent par cas, les porte-paroles aussi doivent travailler ainsi pour éviter l'épuisement parce que les soins sont un emploi à temps plein. Donc, pas seulement un porte-parole, il faut qu'il y en ait aussi un autre qui arrive pour prendre la relève en toute sécurité. Donc, s'agissant du confort, est-ce que le patient est à son aise quand vous quittez? Souvent, les équipes médicales faisaient leur travail. Je les voyais arriver, mais la table mobile était de l'autre côté, à l'autre bout, mais ils ne pouvaient pas l'atteindre, par exemple, lorsqu'ils quittaient. Moi, quand j'étais présent, je pouvais lui redonner accès à son téléphone et ainsi de suite. Ça aussi, ça élimine l'utilisation du fameux bouton d'appel. Nous sommes là, nous sommes libres, on peut faire beaucoup de votre travail et on économise aussi et prévient des blessures ou des complications parce que nous pouvons être là et éviter certaines choses. C'est très important. Donc, merci énormément du point de vue d'un proche aidant. Ceci soulève mes passions parce qu'on a tous appris beaucoup en cours de route. Nous pouvons tous faire mieux et nous pouvons tous être essentiels ensemble. Merci de vos contributions et de tout ce que vous faites. Merci énormément, Linda. Ce sont vraiment des merveilleux conseils. Donc, vous avez été, Amit, un porte-parole important pour les patients pendant la COVID. J'aimerais vous entendre sur la façon d'intégrer les partenaires de soins essentiels aux équipes de soins pour les aider à travailler avec des professionnels de la santé comme vous. Dans le chat, j'ai vu passer un commentaire. J'espère que vous pouvez y répondre. C'est la différence entre le fait d'accueillir ces partenaires de soins essentiels à bras ouverts et d'une part, et de les tolérer. Pouvez-vous parler de cette différence? Merci, Maggie. C'est un honneur et vraiment un plaisir de faire partie de ce panel. J'exprime donc ma gratitude pour cette invitation. J'apprends de ces panélistes. Linda, Jan, Jennifer, merci beaucoup de vos éclairages. Donc oui, j'en ai beaucoup à dire à propos des partenaires de soins essentiels. Ils sont essentiels pour mon travail comme médecin, en tout cas, et pour que mes patients soient bien soignés et pour tout le système, les hôpitaux, les soins à domicile, les soins de longue durée. Et ce sont tous les cadres de ma pratique. Et à tout moment, comme Linda l'a dit, comme Jennifer a témoigné, on voit les partenaires de soins essentiels qui préviennent des erreurs de médication, qui viennent nourrir leurs proches, les repositionnent pour qu'ils soient à l'aise, les aident à aller aux toilettes. Aussi nous signalent des douleurs ou des progrès. C'est essentiel pour moi en tant que médecin. Donc, bon, il y a ce stéréotype qui veut que aux soins palliatifs, moi, j'aide des patients à avoir une mort, une mort confortable. C'est peut-être important, mais ce qui est encore plus important dans ce que je fais, c'est de mener
c'est de vivre une vie agréable avant, une bonne vie avant d'outrepasser. Et je me fiais beaucoup aux partenaires de soins essentiels. J'ai travaillé dans des centres de soins de longue durée. J'ai vu des gens qui avaient des troubles cognitifs et qui ne peuvent pas défendre leurs intérêts, d'où l'importance de partenaires de soins essentiels, de la bonne communication avec les équipes médicales. C'est si important. L'acte soignant est une relation. Je vous rencontre pour la première fois, j'ai beaucoup de patients à voir, donc mon évaluation est limitée dans le temps. Donc, je dépends de mon partenaire de soins essentiels et c'est vrai aussi pour les infirmières qui ont d'autres patients. Je dépends de ces partenaires de soins essentiels pour partager des informations absolument cruciales qui empêcheront des souffrances, qui sauveront des vies, qui préviendront aussi des torts indus afin donc d'offrir un soin de toute la personne et selon aussi les préférences culturelles. Voilà un autre volet où il est important d'avoir un partenaire de soins essentiels. Par exemple, si j'évalue la douleur, eh bien, moi, c'est un facteur important dans ma pratique. J'évalue cela après. Quand on parle d'une approche holistique, ça va plus loin qu'une prescription d'opiacés. Mais il y a un aspect spirituel aussi. La prière, changer de position dans le lit, ce qui peut soulager sans le moindre médicament, un mot rassurant, un petit massage, une technique qui n'est pas une ordonnance. Et quand je m'occupe des gens en perte cognitive, elles expriment leur douleur de façon que je ne connais guère parce que je les rencontre pour la première fois. Et mes interactions sont limitées dans le temps. Donc, en tant que médecin, et dans notre système, nous avons l'obligation légale et éthique de poursuivre et de discuter les objectifs du traitement avec nos patients. Nous pouvons proposer des options de traitement, mais celles-ci doivent être en harmonie avec les valeurs et les souhaits et les attentes de traitement des patients. Auparavant, nous devons aider à comprendre la maladie et voir s'ils comprennent où ils en sont dans le stade de leur maladie et s'ils comprennent les complications potentielles. Donc, travailler étroitement avec les partenaires de soins essentiels constitue une partie essentielle de ma pratique, de ces discussions qui ont une importance vitale, qui font une différence de vie ou de mort. Est-ce que je continue la chimiothérapie, la dialyse ou pas? Est-ce que je vais en CHSLD ou pas? Est-ce que je rentre à la maison? À quoi ça va ressembler? Est-ce que je veux faire l'objet de réanimation ou le besoin échéant? Ce sont tous des exemples où nous travaillons régulièrement avec les partenaires de soins essentiels. Et je conclus rapidement avec deux petits points qui me sont importants. C'était absolument terrible ce qui s'est produit pendant la COVID-19, mal à tant d'égards. Comme l'a dit Maggie, la COVID-19 n'était pas la cause profonde de ces inéquités, mais elle les a aggravées et a éclairé, mis l'éclairage sur cet historique de paternalisme, de patriarchie, qui ne soutient pas les partenaires de soins essentiels, même si nous essayons de faire un virage, et ça, c'est un aspect positif qui ressort de la pandémie. Mais dans les centres de longue durée, j'ai vu les torts directs qui en découlent. Les gens arrêtaient de manger, leur santé s'est détériorée très rapidement, leur santé mentale aussi. J'ai vu des gens qui pleuraient en demandant leurs proches, en souffrant et en mourant. Notre système les a trahis, les a laissés tomber. Et nous devons reconnaître les rôles genrés de soins dans notre société et intégrer ça dans la prise de décision gouvernementale. En soins de longue durée, par exemple, 80% des proches aidants non payés sont des femmes. Donc, ça fait partie du travail des femmes dans notre société aujourd'hui et une des raisons pour lesquelles ce travail n'est pas valorisé ou respecté à sa juste valeur.
Et je suis fortement d'avis que le moment est venu d'assigner une valeur économique à cela et de commencer à rémunérer ces proches aidants pour leur rôle. Offrons-leur une vie digne et respectueuse. Souvent, les gens ont besoin de choisir entre s'occuper de leurs proches ou aller travailler et payer le loyer et l'épicerie. C'est inacceptable comme choix. Merci, Amit. Moi, c'est une situation qui se reproduit dans beaucoup des milliers de ménages où mes décisions de carrière ont été motivées par le temps à consacrer à être proche aidant. Donc, passer du temps plein au temps partiel était une exigence. C'est imposé quelquefois pour l'équilibre. L'inclusion de partenaires de soins essentiels peut nous faire évoluer de ce modèle paternaliste à un modèle participatif de soins. C'est l'état que nous souhaitons. Et il y a des avantages au niveau individuel. Vous avez amorcé cette réflexion sur le système. Il me semble que s'agissant des leçons tirées de la COVID, on peut penser aux patients et aux soignants pour ce qui est de cette question, comment on peut travailler avec les dirigeants dans le système de soins de santé pour faire partie d'une transformation. Créer un système qui valorise le rôle des partenaires de soins essentiels à terme. En fait, ce que je demande, et j'aimerais vous entendre à vous et à Janice, comment mettre à l'épreuve des crises nos politiques et nos pratiques, de sorte que le rôle des partenaires de soins essentiels soit reconnu comme justement essentiel, pas seulement dans les moments normaux, mais en temps de crise aussi. Janice, si ça ne vous dérange pas, je vous invite. Non, pas du tout. J'aimerais dire que vous avez dit des choses très puissantes il y a un instant là, au sujet du système au sens large. Donc, je vais vous emboîter le pas pour commencer. C'est la défense d'intérêt qui est vraiment un élément important. Pas à l'échelle générale, comme citait Amit. Nous avons développé, à certains degrés, une culture de reconnaissance des voix de notre personnel, de nos leaders, de nos patients et de nos proches aidants. Et nous devons, entre autres choses, avoir une attente, cette attente que les proches aidants ont une opinion, ont un point de vue et une voix. Et cette voix doit faire partie de l'étape suivante, qui est l'étape de la politique, les politiques. Souvent, les gens roulent les yeux et se disent, mais il y a tellement de bureaucratie déjà dans les soins de santé, pourquoi parler de politique? Mais ce sont les politiques qui guident la prise de décision dans un organisme comme un hôpital. Quand on réfléchit aux politiques qui enchâssent l'importance de la voix du proche aidant, les droits du proche aidant, l'accès du proche aidant, et quand c'est égal à ceux du personnel, pour ce qui est de donner voix au chapitre et des droits, pour nous, chez Grace, vraiment, ça a été un de nos projets, un de nos cheminements. Donc, autrefois, on était cloisonnés et maintenant, on a évolué jusqu'au point où cette semaine, on vient d'annoncer un retour à une politique très semblable à notre ancienne politique de présence des membres de la famille en raison de la vaccination. Mais aussi, on a évolué au niveau des politiques. Les PDG, les cadres sont très allergiques aux risques dans le système de soins de santé dans bien des cas. Quand on pense à la COVID, elle a mis en lumière un énorme risque et nous a causé une énorme expérience de gestion de risque. Si on n'a pas une politique organisationnelle et un engagement organisationnel pour l'égalité d'accès et de voix au chapitre pour les proches aidants, ce serait très facile de refermer ces cloisons à nouveau.
Ensuite, tout le personnel dans le système doit voir les proches aidants comme n'étant pas une menace et au contraire un avantage. Et il faut éduquer dans ce sens. Et il faut s'assurer de créer, comme on essaie de le faire chez nous, une voix pour les proches aidants et une présence et des présences de représentativité au conseil consultatif et aussi des tribunes semblables pour le personnel ou des mécanismes semblables pour le personnel pour qu'ils se sentent entendus par les cadres, les dirigeants. Cet équilibre, je pense que c'est ce qui nous a guidés à l'Hôtel Dieu Grace. Le leadership, je parle au niveau des unités, pas dans le bureau du PDG. J'ai vu, d'après les inscriptions aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de membres de mon équipe à l'Hôtel Dieu Grace et leur leadership a été un facteur clé pour m'aider, moi, comme PDG, qui est l'autorité décisionnelle, à prendre des bonnes décisions dans une culture, dans un système où le leadership existe et cultivé et encouragé dans toute l'organisation, où les points de vue des premières lignes arrivent jusqu'au bureau du PDG sans filtre et sans censure. C'est une des manières dont les proches aidants et les patients pourront commencer à avoir voix au chapitre sur leur traitement. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que rien de tout cela ne pourrait changer selon ce que souhaite Amit s'il n'y a pas un engagement concret en ce sens. À bien des égards, il est beaucoup plus facile pour des gens comme moi et d'autres de dire oui, c'est important, oui, on va y arriver un jour ou l'autre. J'ai bien en parlé avec le président de mon comité consultatif des patients et je lui ai dit, l'un de vos boulots les plus importants de mandats principaux, c'est de me tenir imputable. Cette relation entre les proches aidants, les patients d'une part et les soignants est une relation clé. Garder, tenir ses promesses, cet engagement, je ne saurais le dire mieux que comme suit. C'est peut-être la chose la plus facile à faire quand on a les bonnes relations en place et quand on a des gens qui ont le courage d'en parler aux dirigeants, mais c'est très facile pour un dirigeant d'ignorer cela si la culture ne le soutient pas, vous voyez. Donc, voilà ce que j'avais à dire et j'attends Amit à ce sujet. Amit, pouvez-vous nous partager avec nous vos réflexions à ce sujet? Oui, merci, Jan, de ces observations très pertinentes. Vous parlez du point de vue du travailleur de la santé et mon prisme est encore un petit peu plus précis, c'est celui du médecin et en tant que médecin ayant vécu dans le système, les apprenants, les étudiants, etc., reçoivent très peu de formation sur la communication, les réunions familiales, la discussion sur les objectifs de soins. On a un modèle qui se concentre sur la maladie plutôt que la personne ou la famille. C'est un problème fondamental au niveau des lacunes de compétences et de formation. On a négligé cela et on ne sait pas vraiment comment établir des liens avec les gens. On peut se tourner vers nos infirmières, nos collègues infirmières pour un plus grand savoir-faire dans ce domaine. Dans la pandémie, quant à mes expériences personnelles, dans les centres de longue durée, j'ai vu des torts irréparables et des souffrances irréparables causées par les restrictions de visite. Les gens étaient en malnutrition, déshydratés, doublement vulnérables. Il n'y avait pas assez de personnel pour soigner les résidents et leurs partenaires de soins essentiels n'avaient pas accès, en dépit du fait qu'on aurait pu en toute sécurité, avec science à l'appui, les laisser entrer. Mais les politiques n'ont pas changé avant longtemps. Ce n'est que beaucoup plus tard. Donc, dans Kensington Health, ils ont fait leur possible pour contourner ces directives du ministère des Soins de longue durée de l'Ontario et de la Santé publique.
très tôt, ils ont mis en place un programme spécial. Ils ont formé les partenaires essentiels pour travailler à titre de partenaires payés et ils les ont embauchés pour leur permettre d'entrer et de s'occuper de leurs proches et d'autres. C'était une bonne façon de contourner ces directives délétères. D'autres initiatives chez Kensington Health, quand nous avons eu le déploiement du vaccin, ce qui a commencé évidemment au tout début dans les centres de longue durée, et les partenaires essentiels ont également été priorisés comme notre personnel. Et il y a eu des réunions pour répondre aux questions sur les vaccins, pour s'assurer qu'autant de partenaires de soins essentiels soient vaccinés le plus tôt possible et pour leur faciliter l'accès aux vaccins. Ça a été une priorité pour la direction. J'ajouterais aussi que le directeur médical a envoyé des lettres personnelles aux partenaires de soins essentiels, les a rencontrés un à un pour répondre à des questions en toute confidence sur le vaccin, pour aussi offrir des réponses dans des langues précises, et ainsi de suite. Ceci a aidé avec le taux de vaccination. Ensuite, dès que la météo s'est améliorée un petit peu, le printemps qui aidant, il y a eu priorisation des activités extérieures, ce qui réduit d'autant les risques de propagation et où les partenaires de soins essentiels pouvaient être présents, ce qui a amélioré la qualité de vie des résidents. Donc, des solutions créatives ont été employées à Kensington Health, où j'ai travaillé, mais pourquoi avons-nous été dans cette position? Pourquoi les politiques ne sont-elles pas arrimées à la recherche, aux données probantes? Pourquoi avons-nous créé tant de torts? Pourquoi n'engendrons-nous pas un virage des politiques de nouvelles lois, la mise en application et le financement à l'appui? Wow, ça fait beaucoup à assimiler. Je réfléchis et je me dis que la COVID nous donne l'occasion de réfléchir et d'exercer un leadership pour habiliter le changement, pour apporter des changements. J'ai de la difficulté à croire que ça fait déjà 1 heure. J'ai été vraiment stupéfaite par la qualité de la discussion. Il y a beaucoup à dire. Donc, nous n'avons pu répondre aux questions dans le chat jusqu'à maintenant, mais nous allons y répondre à vos questions qui sont dans le chat. Donc, avec tous mes remerciements à tous les panélistes, à toutes les panélistes et à tout le monde, tous les participants, je rends le micro à Carole. Oui, quelle discussion merveilleuse. Ce temps a filé, cette heure a filé. Et il y a encore beaucoup à dire. Le chat est plein. Le public a été passionné par toute cette discussion, l'auditoire. Donc, merci à Amit, Linda, Jennifer et Janice de nous avoir démontré la valeur du rôle des partenaires de soins essentiels et des considérations importantes pour l'avenir. Et on a l'impression que nous y sommes déjà dans ce futur. Il y a ce besoin d'engagement. Jan et Amit, vous avez parlé de changement culturel et de changement de politique, de législation, de financement, d'imputabilité. Donc, commençons avec l'engagement. Dans le programme essentiel ensemble et la semaine nationale de la sécurité des patients, nous voulons que les organismes de soins de santé dans le pays s'engagent aux partenaires de soins essentiels envers eux. Donc, nous avons un serment ici qui établit, reconnaît le rôle et montre que nous pouvons nous y engager de différentes façons. Des actions qui se complètent avec les patients, les familles, les résidents, les clients, les soignants et les dirigeants des systèmes pour développer, mettre en œuvre des pratiques et des politiques qui reflètent des soins centrés sur la famille et le patient,
d'être clair, d'être transparent dans nos communications pour que les gens soient au courant de vos politiques et de vos engagements envers les partenaires. Et en dernier lieu, les organismes qui font ce serment essentiel ensemble sont des champions dans le domaine. La pandémie nous a appris tant de leçons. On en a parlé en long et en large, mais nous savons que nous pouvons accueillir en toute sécurité les partenaires de soins essentiels dans des moments de crise comme celui-ci et pour le long terme aussi. Donc, l'apprentissage se poursuit. Nous avons des caucus essentiels ensemble qui sont là, mensuels. Le prochain inclura un bioéthiciste, un spécialiste de la bioéthique. Et nous parlerons aussi des environnements propices à l'engagement. Comment inclure les partenaires de soins essentiels à nos tables de décision. Et enfin, restez en contact avec nous par nos différentes plateformes. Nous avons un courriel, une infolettre, un site web et ainsi de suite. Donc, merci énormément encore à nos panélistes, à ma co-animatrice Maggie, à notre équipe de production technique Kelly, Sheena et Gina, aux interprètes aussi, tous ces gens qui aident à réaliser cet événement et merci aux participants à ce webinaire. Voilà qui conclut notre séance d'aujourd'hui. Bonne fin de journée.